de Brice qui demande, Yannick dit qu'en termes d'industrie, le franc CFA ne peut pas tenir. Comment Ahidjo a fait pour industrialiser le Cameroun avec ce même franc CFA? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'industrie, c'est quoi? Il y a deux choses, il y a deux temps dans l'industrie. Il y a le temps de l'investissement, puis il y a le temps de, ou bien en fait, lorsqu'on fait l'industrie, il y a une courbe, en fait. Il y a le temps de l'investissement, donc du lancement, il y a le temps de vie. La question que tu as dû se poser, c'est pourquoi toutes les entreprises sont mortes? Pourquoi elles sont mortes, en fait? Pourquoi on a investi? Parce qu'il y avait des capitaux venus du pétrole. Oui, on était crédible, on avait le chèque en blanc. La preuve, c'est que quelques années après, on était surendetté, donc on a eu pas mal de flux de capitaux qui sont arrivés. On a immobilisé pour construire les industries. Mais maintenant, après, dans la vie, dans le cycle de l'industrie, dans le cycle d'exploitation, elle ne pouvait pas compétir. J'ai eu la chance de travailler au Cameroun et j'ai eu la chance de voir les flux. Lorsque le Naira se dépréciait, il fallait aller à Bamenda, qui est une porte d'entrée des produits nigérians, voir les flux qui entraient. Parce que même jusqu'aux boissons hygiéniques, c'est-à-dire les bouteilles de Guinness, beaucoup préféraient aller acheter ça au Nigeria et revenir vendre au Cameroun. Jusqu'à ce que finalement Guinness a même délocalisé sa production au Nigeria parce que finalement c'était plus intéressant de rester au Cameroun parce que ça revenait beaucoup plus cher de les produire au Cameroun. Or, au Nigeria, c'était beaucoup plus compétitif. Donc, pour avoir une industrie solide au Cameroun, il faut que non seulement elle se limite au marché national, donc qu'elle n'exporte pas dans d'autres marchés. Or, si on regarde bien les produits les industries qui sont tombées, c'est celles qui exportaient. C'est-à-dire, c'était plus des industries. Ceux qui sont restés, c'est les brasseurs qui sont restés parce que c'est local. Alucam est un peu resté parce que c'est local. Mais toutes celles qui avaient pour objectif d'exporter dans d'autres pays, celles qui sont tombées les premières. Donc, c'est difficile, surtout dans nos jours où on a la zone de libre-échange qui arrive, de compétir quand tu ne peux pas acheter ta monnaie en fonction des principaux partenaires commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, la monnaie qui serait l'idéal pour le Cameroun, c'est une monnaie qui est ajustable par rapport au Naira, par rapport au yuan chinois et peut-être par rapport au dollar dans nos principaux partenaires commerciaux. Parce qu'une fois que le Naira se déprécie, la question est toujours, au temps de Ahidjo, on avait une floraison d'industrie dans le Cameroun. C'est que beaucoup de gens disent, bon, est-ce que l'argument selon lequel, je te comprends parfaitement, hein, mais je relais la préoccupation des gens. Les gens disent, est-ce que l'argument selon lequel alors on va sortir, de là, on va créer notre propre monnaie, c'est un argument qui va produire du génie parce que les Camerounais restent encore sur les 30 glorieuses de l'époque Ahidjo, où on avait le CFA. Le Cameroun avait déjà à cette époque, on avait près d'une quarantaine de banques. On avait des entreprises. Heureusement, il n'y avait même pas la microfinance à l'époque parce que ça aurait été plus grave. On avait des entreprises qui étaient partout. La zone rurale produisait, la zone urbaine produisait, il y avait des industries partout. Ce qu'on appelle aujourd'hui Douala-Bassa, c'était en fait des industries partout là. Des villes comme Bafoussam avaient 2-3 zones industrielles. Par exemple, le matériel électrique était produit à Bafoussam. Les téléviseurs Goldstar étaient produits au Cameroun. L'électroménager Ariston était produit au Cameroun. On ne peut pas dire que tout ça, c'était pour le marché intérieur domestique camerounais. On exportait, Bafoussam, que tu connais bien, produisait des œufs qu'ils allaient exporter jusqu'en Angola, parce qu'à l'époque, ils étaient en guerre, donc il n'y avait pas beaucoup d'agriculture. Bon, ils demandent pourquoi l'économie était florissante à cette époque. Est-ce que c'est parce que la gouvernance était bonne? Et est-ce qu'il ne faut pas plutôt améliorer cette gouvernance-là? Ou bien est-ce que si on sort du CFA en gardant une gouvernance médiocre, ou bien est-ce qu'il faut ajuster la gouvernance et la politique monétaire, notamment le change dont tu parles? Oui, en fait, je vais revenir je vais structurer ma réponse sur 3 angles. Le premier angle, c'est l'angle des capitaux pour investir, pour immobiliser pour l'industrie. C'est qu'à l'époque, on était en début de pétrole parce que chaque fois qu'un pays entre en production de pétrole, il y a un certain boom parce qu'on a beaucoup de capitaux qui arrivent. Donc, on peut les immobiliser, ça c'est bon. Par contre, le franc CFA ne prévoit pas le financement à long terme parce qu'aujourd'hui, dans la CEMAC, le volume de financement à long terme, c'est uniquement 3% de l'encours global des financements au Cameroun, 3%. Donc, on a 87% de financement à court et moyen terme. Donc,
tout ce qui est financement à long terme. Parce que l'industrie, ça ne se finance pas en 3 ans, quoi. Ça se finance dans les cycles de 10 ans minimum. Donc, on a ce facteur-là qui est un premier facteur lié au système monétaire. On a un autre facteur qui est le facteur politique. Donc, on se connaît tous l'autre niveau de gouvernance qui est un peu approximatif. On a ce facteur-là. Et il y a également un troisième facteur qui est extérieur, dans le facteur que je peux dire international ou bien la conjoncture internationale, lié au déplacement des centres de production de l'Afrique vers l'Asie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au début des années, à la fin des années 70, c'est qu'à partir des années 75, 77, on a plusieurs pays asiatiques qui ont choisi de se positionner dans la supply chain mondiale, dans la chaîne de valeur internationale, comme des producteurs. On a le Vietnam, on a la Malaisie, mais le plus gros qui a apporté la main-d'œuvre très bon prix, c'était la Chine. Donc, une fois que ces entreprises qui produisent au Cameroun ont compris qu'ils vont produire en Asie 4 fois moins cher, bah, elles n'ont pas hésité à y aller parce qu'au Cameroun, on était 4 millions. Donc, du coup, ça fait que si tu as une industrie qui doit employer 500 000 personnes, tu n'auras pas de main-d'œuvre. Parce que dans 4 millions, 500 000 pour la main-d'œuvre, c'est un peu compliqué parce que dans 4 millions, on a des vieux, on a des enfants à bas âge. Donc, 4 millions de workforce, si on veut 500 000 employés disponibles, c'est compliqué. Donc, comme ils voulaient une industrie beaucoup plus intensive, non pas dans beaucoup de pays africains, parce que la même question qu'on dit au Cameroun par rapport à l'industrie des années 70, on retrouve les mêmes questions au Togo, on retrouve les mêmes au Bénin, on retrouve les mêmes en fait dans presque tous les pays. Hein. C'est pas qu'au Cameroun. Donc, ils ont préféré faire un pooling, c'est-à-dire regrouper toutes les productions dans 1 ou 2 pays en Asie où les coûts sont beaucoup moindres et où ils ont également des facilités un peu plus élaborées. Et dans cette structure-là, on a également un autre petit facteur, toujours politique, c'est la relation de la France-Afrique. Parce que les produits, tout à l'heure, tu parlais des télés, tout ça, ce n'était pas des produits européens, c'est plus justement des produits soit des Américains, soit des Asiatiques, soit des Japonais. Donc, dans ce milieu, on a un partenaire politique qui n'a pas l'intention de voir ces gens-là s'émanciper de son tutorat. Donc, qui a essayé également de ne pas favoriser justement la prospérité de cette industrie-là. Donc, il y a ces 4 facteurs. Donc, si je me résume, on a le système monétaire qui n'a pas permis à l'industrie de se renouveler parce qu'une fois qu'on a investi pour immobiliser, il faut pouvoir avoir une production constante pour renouveler l'outil de production par des fonds propres ou bien avoir un système financier assez suffisant pour financer le renouvellement de l'outil de production. Ou bien, à contrario, avoir une économie globale qui produit assez pour qu'on puisse avoir un volume d'affaires plus important et générer beaucoup de bénéfices pour se refinancer. Et également avoir un contexte politique ou bien un cadre politique qui est favorable pour pouvoir attirer les capitaux. Donc, qu'est-ce que la Chine a fait? C'était que dès qu'ils ont créé le cadre pour pouvoir récupérer cette production-là, elle a déménagé. Donc, ils ont carrément déménagé de ces pays asiatiques.